Wesh les gens, c'est Revive, et bienvenue dans cette review du manga le plus américain de tous les temps, par rapport aux armes à feu tout ça, j'ai nommé The JoJo Land. Comme annoncé la dernière fois, on a eu le droit cette fois-ci à un mois très riche pour cette partie 9, puisqu'en effet, c'est un mois de sortie de tome. Et qui dit sortie de tome, dit nouvelle cover, aussi bien pour ce dernier que pour l'Ultra Jump. Voyons donc tout ça. On va être honnête, je suis en kiff total sur la cover du tome 4. Comme souvent avec Araki, c'est ultra criard, avec un mélange de couleurs à première vue carrément inorthodoxe, mais je sais pas comment il fait pour rendre ça toujours super classe. Réussir à faire une belle cover à base de jaune fluo et de gris, c'est de la magie noire, sérieux. En plus de ça, je suis trop content de voir enfin l'équipe au complet réunie sur une cover. Qui plus est, chacun est ultra bien dessiné, sans visage bizarre comme c'est souvent le cas sur les covers, avec une palette de couleurs adaptée au ton global, qui rend à chaque fois super bien, et leurs poses sont géniales. Je pense aussi que c'est l'une des covers pour laquelle les lignes verticales marchent le mieux. Bref, ouais, un vrai coup de cœur. La sortie du tome s'est d'ailleurs vue être accompagnée d'une nouvelle vidéo promotionnelle, que vous voyez en fond, elle est trop cool, et ça va permettre d'habiller un peu plus mes intros. Passons maintenant à la cover de l'Ultra Jump, qui reprend donc comme d'hab la même idée globale, cette fois-ci avec un jaune moins saturé, et des poses différentes, mais à mon humble avis encore plus cool. Ça fait vraiment trop plaisir de voir Jojo faire d'autres poses que sa Hasul pose. Cette cover sera d'ailleurs proposée en tant que cover alternative du tome 4, j'espère que Delcourt feront un truc similaire ici. En parlant d'eux, la sortie du tome 3 est prévue pour le 25 septembre. Oui, c'est très proche, très rapide, ce rythme de sortie fait vraiment plaisir à première vue, mais j'espère que ce ne sera pas au détriment de l'orthographe du tome, comme on en a malheureusement trop l'habitude. Bref, rentrons un peu plus dans le vif du sujet, avec la couverture du chapitre. Sans grande surprise, partie 3 de l'arc That Girl's Back Groove, dans laquelle on voit donc notre duo d'assassins. Vraiment sympa. C'est en vérité très rare d'avoir d'autres personnages que ceux de la team dans une cover, en plus j'adore les designs de Bobby Jean et de Lulu, alors ça régale. Allez, n'attendons donc pas plus, et revenons sur ce chapitre tranquille, qui ne va pas venir faire exploser notre cerveau, et théoriser pendant 30 minutes comme la dernière fois, mais pour autant très riche en tension et en combat génial. Comme dit précédemment, on a eu le droit ce mois-ci à un chapitre consistant simplement en un combat pur et dur. Un combat pur et dur très bien rythmé et découpé, dans lequel on change beaucoup de plans, afin de servir une tension incroyablement efficace. On va donc revenir sur tous les éléments marquants, sans forcément être chronologique de A à Z. Le chapitre s'ouvre donc sur une double planche incroyablement stylée, de par un dynamisme dans l'angle de vue et les positions, qui fonctionne du tonnerre, ainsi que ce visage précis de Jojo, aux gros traits bien gras, qui est un régal absolu pour les yeux. Ici, tout le monde se prend donc les balles, sauf Dragona. Ça fait sens, il s'est baissé dans le précédent chapitre, et a donc réussi à esquiver ces balles lentes. Cette ouverture sera justement l'occasion de comprendre comment elles fonctionnent, ces balles. De par leur lenteur, les dégâts qu'elles occasionnent surviendront grâce à une rotation, agissant comme une espèce de torpille, pouvant donc lentement s'enfoncer dans la peau. Est-ce que ça veut dire que Bobby Jean est un descendant des Zeppeli et maîtrise la rotation? Non. Mais juste que c'est putain de stylé comme idée, je trouve. Suite à ces attaques, nos personnages vont, à tour de rôle, utiliser leurs stands respectifs pour s'en extirper, permettant ainsi à Araki de faire travailler son imagination pour nous livrer une flopée d'utilisation de stands ultra ingénieuses. Dragona va tout simplement les retirer de la peau de Paco avec Smooth Operators, en les faisant tourner dans le sens inverse et en les tirant vers le haut. Charming Man va utiliser Big Mouth Strikes Again, avec une petite bulle et une typo stylisée au moment de sortir le stand au passage, procédé bien cool qu'Araki adore utiliser dans The JoJo Lands, pour craquer sa peau et faire passer la balle au travers. Enfin, Jojo lui va se la prendre en plein dans la bouche, la balle étant partie pour faire un aller complet de la joue gauche à la joue droite, par l'intérieur. Mais ce serait sans compter sur une utilisation locale de November Rain pour faire dévier la balle. Arrêtons-nous 2 secondes sur ça, car pour le coup, si je trouve les 2 premières utilisations parfaitement claires, celle-ci est un peu plus opaque à mon goût. L'utilisation en elle-même est excellente. Je trouve ça hyper cool que Jojo soit capable d'utiliser November Rain de manière locale, au sein même de sa bouche, et donc, qu'il n'ait pas besoin de sortir son grand stand arachnide pour faire pleuvoir en dessous. Ça s'éloigne un peu du concept de base, je trouve, certes, mais ça laisse entrevoir une flopée d'utilisation hyper ingénieuse, donc c'est tant mieux. Et le fait que la lourdeur de l'eau fasse dévier la balle, ça fait sens en soi. Ceci dit, je trouve que c'est pas simple du tout à comprendre. La mise en scène est en effet pas claire du tout. J'ai beau y avoir passé plusieurs minutes, je ne comprends pas ce que ces 2 cases veulent dire. Je comprends le début et la fin,
Mais alors l'action en elle-même, comment c'est montré visuellement que la balle dérive en fait, faut vraiment avoir un bac +5 en mise en scène de stand de Jojo. Ceci dit, je suis peut-être trop con, dans tous les cas, n'hésitez pas à m'éclairer en commentaire. Après que nos héros se soient dépêtrés de ces balles, qui continueront d'ailleurs leur trajectoire jusqu'à un mur, et après avoir répondu que « TKT tout roule » à des membres du personnel, viendra donc le moment des déductions. Déjà, évidemment, il y a 2 ennemis. Et si ça fait flipper Paco et Dragona, Jojo, lui, est au contraire plein d'espoir. S'ils sont pourchassés, c'est car l'ennemi flippe. L'ennemi flippe car l'argent disparaît. Et donc, cette valeur se redirige déjà vers notre groupe. Le mécanisme est en marche, leur plan fonctionne. Je trouve cette philosophie absolument fascinante. On a là l'un des véritables éclats de Jojo comme ça arrive de temps en temps. Ce genre de moment où tout le monde perd espoir et où le Jojo, plein d'espoir et de détermination, apporte sa vision optimiste en voyant les choses sous un tout autre angle. Ça fait évidemment penser à Giorno et j'adore ça. Ensuite, l'ennemi a tiré 12 fois. Paco n'a lui entendu qu'un seul tir, le dernier, et c'est ce qui se passera une nouvelle fois à la fin du chapitre. Je trouve ça chelou. C'est pas une caractéristique du stand, étant donné que seulement Paco l'entend. Alors c'est quoi? Juste une astuce de mise en scène basée sur une caractéristique ultra précise de l'ouïe de Paco, qui va bien arranger la narration? Je préfère le prendre comme ça, à la légère, en rigoler un peu, en me disant que c'est parce que son père lui a bouffé l'oreille, et juste me laisser être réceptif à cette idée, pour ressentir les conséquences de Paco qui entend ce bruit. Quoi qu'il en soit, l'ennemi a tiré les 12 coups, a récupéré les douilles, puis est parti. Il a dû tirer de loin et monter dans cet ascenseur pendant que ses balles, dont il peut contrôler la vitesse, se dirigeaient lentement vers nos héros. Il avait donc le temps de s'enfuir. J'ai encore un peu de mal à comprendre comment fonctionne le stand. Ce qu'en disent nos personnages, ça fait sens, mais je ne comprends toujours pas pourquoi les balles apparaissaient d'un coup dans le chapitre précédent. Est-ce qu'en plus de contrôler la vitesse des balles, il aurait la capacité de décider quand est-ce que ces balles seraient concrètement tirées, même s'il a fait l'action de tirer avec son pistolet plusieurs secondes avant? Et dans ce cas, peut-être que ce bruit que Paco entend serait l'indicateur de l'apparition des balles. Imaginez le truc comme ça. Bobby Jean tire 12 fois. Ces 12 coups sont silencieux, ne font aucun bruit, et aucune balle n'en sort directement. Ce n'est qu'un setup, qu'une mise en place si vous voulez. Après ça, il se barre donc où il veut, et tire un 13e coup. Un coup dans le vide, qui cette fois-ci a un son perceptible, bien que très faible, et qui déclenchera l'apparition des balles, dont il pourra contrôler la vitesse. On verra ce qu'il en est, mais c'est ma théorie pour le moment. N'hésitez pas à me balancer les vôtres, si vous avez repéré des détails, pouvant étayer une autre explication. Enfin, la principale déduction qu'a une autre équipe, c'est que l'ennemi va dans tous les cas revenir pour les finir. Une parfaite transition pour passer un peu du côté de nos ennemis, et parler brièvement de la petite scène d'échange de début de chapitre entre Bobby Jean et Lulu. Une scène qui m'a fait pouffer de rire, en plus d'être un exemple de caractérisation de personnage réussi avec très peu. J'adore le comportement bipolaire de Lulu. La meuf passe de sentiments un peu tristes et émouvants, en mode « j'ai pas de parents, tu peux adopter s'il te plaît, je t'aime », à des pleurs honnêtes et tristes, puis se reprendra instantanément après un mouchoir pour se focus à fond sur leurs ennemis et leur mission. C'est trop bizarre, mais surtout ultra drôle, avec une petite touche de cynisme qu'on adore. Associé en plus avec un Bobby Jean qui, lui, montre tout son désintérêt et n'hésite pas à la réprimander de manière détachée sur ses caprices, en disant que si ses gosses, qui lui coûtent déjà assez cher comme ça au passage, faisaient ça, il leur botterait le cul, bah ça en résulte juste un duo ultra drôle et marquant. On comprend désormais tout de leur relation qui paraissait si insensée. Bobby Jean est juste là pour faire sa mission. Il cède aux caprices de Lulu, car ils sont juste collègues, et qu'une bonne entente est importante. Tandis que l'autre a des problèmes affectifs sûrement créés par une vie compliquée, dont on se fout, hein, c'est pas le but d'expliciter ça, et cherche en son camarade une vraie figure paternelle. Le tout en faisant en sorte que, oh, quand même le plus important c'est de réussir la mission. Que c'est drôle, décalé, original, que c'est bien vu et réussi. Suite à ça, Bobby identifiera l'un de leurs ennemis, en l'occurrence Paco, ce qui viendra donner un peu plus de lore sur notre GOAT préféré, avec l'info comme quoi il s'est fait exclure de l'armée pour conduite déshonorante. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'est cohérent que l'homme ait accès à des infos comme ça, rappelons qu'il est inspecteur à la base. Enfin, toujours est-il que Lulu a reçu des instructions précises de Howler. Il doit vérifier qu'ils sont bien morts. Revenons donc à nouveau du côté de nos héros, qui, sachant qu'il n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi n'arrive, vont se répartir les tâches. Commençons par suivre Dragona et Charming Man, qui se chargent du soin d'Usagi. Il est actuellement dans son faux IRM, et continue à péter un plomb avec ses abréviations.
Ça me fait vraiment trop marrer ce bordel. Malheureusement, l'activation de l'IRM amènera un effet secondaire. Il s'agit d'une technologie utilisant la résonance magnétique pour fonctionner. Ainsi, tous les objets magnétiques, ainsi que les tatouages, sont dangereux. On a affaire là à un nouvel exemple d'Araki qui introduit des éléments réels pour créer des vrais enjeux et de la tension, et j'aime toujours autant ça. Car ouais, j'ai vérifié, un tatouage, ça contient des particules ferromagnétiques. Passer un IRM en étant tatoué peut donc mener à une altération de ce dernier, et à une sensation de brûlure. J'espère que j'aurai jamais de cancer, putain, j'y tiens mon dragon de Nojima, moi. Bref, le magnétisme est si fort qu'il va donc attirer un chariot sur la porte de l'IRM, et foutre un sacré bordel. Ça se présente plutôt mal pour l'IRM d'Usagi. Rappelez-vous le potentiel foreshadowing induit le mois dernier. Usagi n'était pas sûr que ce soit une bonne idée, en raison des potentielles déformations des copies de son stand, sans aucun doute. Est-ce que le magnétisme est exagéré à cause de ça, ou est-ce qu'il agit à un niveau normal? On verra le mois prochain. Au même moment, alors que Paco et Jodio sont plutôt focus sur l'abattage de l'ennemi, l'ascenseur s'ouvre. Une fois les gens sortis, Paco annonce qu'il va vérifier le rez-de-chaussée, et va donc entrer dans l'ascenseur. Un pari ultra risqué, l'homme étant conscient que l'ennemi soit rentré à l'intérieur après avoir tiré. Et pourquoi vérifier le rez-de-chaussée alors qu'il en avait déduit que l'ennemi était au premier tout à l'heure? Enfin bref. Quoi qu'il en soit, il tombera soudainement face à Bobby Jean, qui sortira de la gauche de l'ascenseur avec Lulu. Et on a là le droit à une scène tout bonnement incroyable. D'un côté, Paco qui ne voit là qu'un papa qui tient la main de sa fille, faisant au passage un très intelligent lien avec la manière dont la relation nous était présentée dans la scène du début de chapitre. Et de l'autre, les ennemis captent qu'ils ont Paco en face de lui, faisant, encore une fois, un très intelligent lien avec cette scène dans laquelle Bobby reconnaît Paco et énonce des infos sur sa personne. Bordel que ce chapitre est bien construit, que la tension est minutieusement construite jusqu'à en arriver à cette scène précise, c'est très fort. Car ouais, le travail sur les expressions faciales et le choix des plans est merveilleux. On voit que Lucy comprend et se chie dessus, on voit que Bobby comprend et reste focus, on voit que Jodio a l'air de capter quelque chose mais j'y reviendrai. Bordel, cette double planche avec le gun caché par Bobby, tous les regards différents qui s'enchevêtrent, les katakana parfaitement placés, quelle tension purée, c'est magistral. On arrivera même à en déduire, de par la trajectoire de Bobby, que l'homme s'est décidé à ne pas tirer, car il a vu que leurs ennemis étaient en bon état. Ils sont donc un danger, et va donc les descendre un par un. On a encore eu là affaire à un ascenseur émotionnel haletant, d'une maîtrise absolument folle. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Car suite à ce qu'il a dit sur le fait de les descendre un par un, on est alerte, on se demande ce qu'il va se passer. Viendra alors la redescente, avec cette nouvelle double planche magistrale. Le bruit, Paco qui capte, l'apparition soudaine des balles, Paco est la première cible de Bobby Jean, et il est dans la merde. Purée que j'adore cette esthétique de Glory Days. Même si on ne sait pas encore exactement comment ça marche, ces balles presque figées, qui apparaissent de nulle part et flottent autour de nos personnages, prêtes à les transpercer de part en part, c'est magnifique. Ça rappelle les couteaux de Dio, d'une manière encore plus inattendue et menaçante. Ça peut survenir de n'importe où, n'importe quand. Là en l'occurrence, si on en suit ma théorie, c'est que Bobby Jean aurait tiré ses balles au moment où il était dans l'ascenseur, puis les aurait activées de loin donc, tandis que Paco y était enfermé dedans. Mais à la fois, il aurait pas sorti un gun devant des gens quand même. Ou alors c'était un moment où ils étaient seuls, mais dans ce cas ça veut dire que les balles doivent suivre la gravité de l'ascenseur. Il a peut-être aussi pu tirer de loin, les balles transperçant le mur de l'ascenseur, mais y a rien qui nous le montre. Alors j'en sais rien, et on aura sans doute nos réponses sur le fonctionnement du stand concret le mois prochain. Toujours est-il que ces balles seront d'une violence. Alors qu'il commence à se faire transpercer, Paco va, dans la précipitation, défoncer une des portes métalliques de l'ascenseur, s'y accrocher avec The Hustle, pour la faire recouvrir son corps sous la pression, telle une carapace, et ainsi faire ricocher les balles. Ultra ingénieux, il est intelligent notre goth national. Il captera donc instantanément que c'était le père et la fille de l'ascenseur, confirmant qu'il avait des soupçons aussi à ce moment-là, et renforçant a posteriori la tension de cette scène de sortie d'ascenseur. Ce faisant, il va désespérément crier à Jodio qu'ils sont juste en face de lui, tandis que l'ascenseur plonge dans les abysses, et se crache tout en bas, au cours d'une mise en scène ultra impactante. Tout espoir est-il perdu? Moi, ce que j'en dis, c'est que Jodio va poser ses couilles sur la table et régler ça dans le prochain chapitre, brillant de mille feux une fois de plus. J'en suis convaincu, Jodio est intelligent. Comme je l'ai évoqué à demi-mot tout à l'heure, Jodio a un regard particulièrement soupçonneux lors de cette scène. Cette géniale planche particulièrement avec le contraste entre les tons désaturés du premier plan et la clarté noire avec laquelle est dessiné Jodio, je surinterprète peut-être,
mais je vois ça comme un subtil indice qu'il a compris, ou en tout cas qu'il se doute de quelque chose. En plus, juste après, seuls les yeux de nos ennemis seront ancrés de cette même manière, comme si Jodio avait fait un focus dessus. Dans tous les cas, qu'il ait capté, qu'il ait entendu Paco ou les deux, je suis certain que c'est Jodio qui va mettre fin à tout ça. Un Jodio qui s'est d'ailleurs ouvertement recousu la bouche au cours du chapitre. C'est rare qu'on voit des persos se soigner directement dans Jojo, souvent c'est fait en off, et on se demande comment ils se remettent d'un tel body horror. Là c'est montré et je trouve ça cool. Ça renforce le côté très intelligent de Jojo. J'ai en tout cas ultra hâte de le voir en action le mois prochain. Termine-moi ces fumiers mon gars. De l'autre côté, on va terminer avec une scène finale ne consistant qu'en 2 petites planches, mais 2 planches ultra riches en infos et en dingueries. Puisque Mac de la banque Dolphin va se prendre une soudaine balle perdue. Déjà, je pense que ça donne un argument de plus, bien que mineur, pour Howler en tant qu'antagoniste principal. Car ouais, le problème de la banque est déjà réglé. Mac confirme que c'était bien des chiens, le non-manichéisme tout ça, en rigolant, et en disant noir sur blanc qu'ils veulent récupérer la thune pour leurs pommes, avant le mandat d'arrêt. Ainsi, non. Une banque malveillante du nom de Dolphin ne sera sûrement pas candidat au poste d'antagoniste. À moins que le boss de la dite banque prenne très mal la mort de Mac, mais je sais pas, je vois pas le récit aller dans ce sens. Et le plus intéressant ici, c'est la provenance de cette balle. Il est bien précisé par le narrateur qu'une balle perdue a trouvé sa cible. Et là, on va bien analyser la scène pour comprendre. Déjà, c'est peut-être pas hyper clair, mais Mac se trouve devant l'hôpital, le même que celui dans lequel se passe l'action de ce chapitre. S'il se trouve ici, c'est car l'argent le fait stresser, lui donne mal au ventre, et va donc chercher une ordonnance. En sortant de la voiture, il se prend soudainement une balle en pleine tête et crève. Au début, je pensais que cette scène montrait juste une vengeance de Howler d'une quelconque manière, mais... Et si c'était plutôt un effet du rocher de lave? Une étape du mécanisme agissant en faveur de nos héros, leur permettant de les rendre riches? Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une balle de Glory Days, une balle perdue. Et je dirais même plus, il s'agit d'une des balles dérivées par Paco dans l'ascenseur grâce à la porte métallique. Regardez bien l'action, ça ne fait aucun doute qu'elle sort de là. Alors, comme par hasard, Mac a eu un mal de ventre l'emmenant jusqu'à l'hôpital. Comme par hasard, une des balles destinées à Paco a malencontreusement dérivé dans la gueule de Mac. Les papiers importants sont à la portée de nos héros, il ne fera aucun doute qu'après expertise, la façon dont Mac a été tué sera sûrement attribuée à Bobby Jean et donc à Howler, redirigeant donc malencontreusement l'attention sur la société, pendant que notre groupe de héros, innocents, tout purs, pourrait, pourquoi pas, s'approcher de ces documents et les étudier un peu. Ouais, on a clairement là affaire à un malencontreux enchaînement d'événements destinés à rendre riches nos héros. Je n'en ai aucun doute. Et c'est incroyable, purée. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Et je n'ai même pas à dire que la mise en scène est exceptionnelle. Les 2 planches parlent d'elles-mêmes. Une brillante façon de terminer un chapitre brillant, qui me fout une hype pas possible pour le prochain. Car ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 18. C'était plus long que je ne l'aurais pensé. Mais pour cause, même s'il paraissait plutôt classique à première vue, ce chapitre était absolument fascinant. Fascinant dans sa mise en scène particulièrement soignée, dans ses dessins particulièrement évocateurs, purée cette scène de sortie de l'ascenseur, ses expressions faciales, ses jeux sur l'ancrage, cette compo, c'est fou! Mais aussi dans ses utilisations de stand, même si celle de Jodio aurait pu être un peu plus claire, dans sa caractérisation de personnage, et juste dans l'intensité de l'incroyable combat qu'il dépeint. C'est bourré de tension, d'idées visuelles et de thématiques géniales, d'interactions marquantes entre des personnages marquants, de build-up intelligents qui ont abouti ou vont aboutir très vite. Non vraiment, quel combat génial. Je suis trop content de suivre des personnages aussi géniaux. Les ennemis sont franchement mémorables, Paco est bien mis à l'honneur comme il faut, et Jodio est en train de cook, j'en suis certain. J'adore The Jojo Lands, et chaque chapitre me le prouve toujours. Vivement le mois prochain. La review mettra sûrement plus de temps à sortir que d'habitude, car je serai en pleine rentrée mélangée à un plein tryhard de Decos of Wisdom, mais votre fidèle serviteur à lunettes Tug Life 2012 sera là tôt ou tard. En attendant, j'en ai fini avec cette review. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, j'ai bien kiffé, je l'ai faite tranquille, voilà, je suis en vacances. Elle a eu un peu de retard parce que j'étais justement en vacances. Mais voilà, comme j'ai pu vous le dire au début de cette review, ça sera de plus en plus fréquent que les reviews sortent en retard. Je vais commencer des études qui me prendront du temps, je vais faire plein d'activités extrascolaires qui vont me prendre du temps, donc je pense que dès le mois prochain, malheureusement, les reviews mettront plus de temps à sortir, et il y aura encore moins de vidéos, mais vous inquiétez pas, je serai toujours là. Bref,
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review en commentaire, à mettre un petit like si vous l'avez kiffé, à la partager, c'est ultra important. Pareil pour le chapitre, il est intéressant, il y a plein de trucs à en dire, alors n'hésitez pas à me partager vos ressentis dans l'espace commentaire, c'est là pour ça comme d'habitude. Merci à tous ceux qui le feront, merci aux donateurs comme d'habitude. Je vous souhaite une superbe fin de vacances d'été, voilà, je vous invite à jouer à beaucoup no Natsuki Yasumi 2, c'est la recommandation de ce mois-ci, je vous laisse vous renseigner, il y a un patch anglais qui est sorti récemment, et c'est juste incroyable, c'est parfait pour les vacances. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, bon appétit, ce que tu veux. Et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien, et oui.